Bienvenue à cette table ronde consacrée à l'intégration des arts et du design dans l'éducation relative à l'environnement. Mon nom est Vincent Bouchard-Valentin. Je suis professeur au département de musique de l'UQAM et chercheur régulier au Centre en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, communément appelé Centraire. Il me fait plaisir de co-animer cette table ronde avec Anne Deslauriers, qui est professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM et, comme moi, chercheure régulière au Centraire. Notre réunion d'aujourd'hui, qui s'intitule Design, art, école et engagement, s'inscrit dans les journées de l'éducation relative à l'environnement, journées qui sont organisées par le Centraire et qui proposent un ensemble d'activités, des séminaires, des tables rondes, des conférences qui offrent des regards complémentaires sur le passé, le présent et l'avenir du champ de l'éducation relative à l'environnement à l'UQAM, au Québec et ailleurs dans le monde. Alors, nous plaçons dans l'espace de clavardage le lien vers la page d'accueil de ces journées où vous pourrez trouver de l'information plus complète sur les événements qui sont programmés. Alors voilà, le lien est placé. Donc, je vous remercie d'être présente et présent avec nous ce matin. Je pose immédiatement le contexte dans lequel vont s'inscrire nos échanges. Vous l'aurez anticipé, il s'agit de cette urgence environnementale dans laquelle nous évoluons maintenant avec ces défis socio-écologiques criants qui appellent des changements profonds dans nos sociétés, tant sur le plan social, culturel, éthique que politique. Alors, je mène avec ma collègue Maya Morel, qui est professeure en didactique des arts visuels et médiatiques à l'Université de Sherbrooke, le projet Art et ERE, donc, qui explore les relations entre l'éducation relative à l'environnement, les arts et l'éducation artistique. Alors, ce projet Art et Air s'attarde à la dimension sensible et créative de nos relations au milieu de vie et au monde en général. Nous essayons de clarifier de quelle manière les arts et le design en particulier peuvent contribuer à l'éducation relative à l'environnement, à la construction de l'identité écologique, au développement des relations d'altérité, à l'engagement citoyen, en fait, à tout ce qui forme la trame du développement humain dans son rapport à l'environnement. Alors, nous plaçons également dans l'espace de clavardage, donc je vois que c'est déjà placé, le lien vers le site Internet de ce projet. Donc, si vous menez des activités qui rejoignent nos questionnements, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous verrons ce qu'on peut faire ensemble. Alors, ce matin, nous allons échanger sur la contribution des arts et du design au processus ou, disons, au mouvement d'éducation relative à l'environnement. Donc, je vous encourage toutes et tous à participer activement aux échanges en partageant vos idées, vos expériences et vos réflexions sur cette thématique. Alors, je cède maintenant la parole à ma co-animatrice, Anne Deslauriers. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, évidemment, rappel, l'objectif de la table ronde aujourd'hui consiste à explorer l'ensemble ensemble, c'est-à-dire le rôle des arts et du design dans l'éducation relative à l'environnement et de discuter des moyens de stimuler la créativité et la sensibilité dans le contexte socio-écologique actuel. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir nos quatre invités. Nous allons commencer par écouter Yaprak Amarat. Yaprak Amarat est une designer-chercheur. Ses travaux se déploient selon deux axes, l'esthétique pragmatiste et le design social, pour aborder les enjeux liés à l'écologie avec des approches participatives. Elle expérimente souvent avec des méthodes visuelles pour disséminer ses travaux scientifiques sous d'autres formes, comme des fanzines, des affiches, des jeux de cartes. En 2011 et 2022, elle a enseigné et contribué à des recherches par le design à l'Université de Montréal, à l'Université de Nîmes et à l'Université de Liège. Elle est titulaire d'un doctorat en aménagement de l'Université de Montréal obtenu en 2019. Elle est actuellement analyste politique au Centre commun de recherche de la Commission européenne, où elle travaille principalement pour deux projets,
le tri sélectif des déchets et les politiques de l'eau. Donc, je pense, Yapra, que je pourrais nommer le titre de votre communication, je lis ici, La contre-culture, source d'enseignement esthétique. Est-ce que c'est bien ça? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec Clément de Gaulle-Jacques et c'est Vincent qui va faire la présentation de Clément. Fun. Oui, alors Clément de Gaulle-Jacques porte plusieurs chapeaux. C'est un artiste qui a exposé dans plusieurs centres tels que Vox, Galerie Hugo, Écart, Plein Sud. Il est entre autres le créateur de la fontaine Botte de pluie qui est située devant la Bibliothèque Maisonneuve à Montréal. C'est un auteur prolifique qui a aussi plusieurs publications à son actif, dont Petites différences, les anciennes, les modernes et toutes les autres, donc qui vient d'être publié en 2023. Également Motifs raisonnables, publié en 2023. Les artistes 2017, Grande École 2012, le Livre noir de l'art conceptuel en 2011, donc plusieurs publications donc, à son actif. C'est également un illustrateur prolifique qui collabore avec plusieurs journaux, revues et maisons d'édition. Il est aussi connu pour ses affiches qui soutiennent des mouvements sociaux et politiques. Et son intervention s'intitule Lignes claires et contours flous, le dessin d'illustration dans la tourmente climatique. Et notre troisième intervenante, c'est Naïla Naoulfal. Alors, elle est née à Beyrouth, Naïla. Elle est directrice artistique du festival Accès Asie, un festival interdisciplinaire basé à Tiohtià:ke, je ne sais pas si je l'ai bien dit, ou sinon on peut dire Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal, qui amplifie les voix des artistes de la diaspora asiatique. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAM, elle explore par ailleurs les interconnexions entre les questions socio-écologiques et la création artistique. Naïla s'intéresse aux questions de justice, d'antiracisme, de décolonisation et de décroissance, en particulier dans et par les arts. Pendant un séjour de 2 ans et demi dans Sapni, elle a tissé des liens et des collaborations avec des artistes du peuple sami. L'intervention de Naïla s'intitule Les arts au sein des mouvements de justice environnementale, pratique du peuple sami. Naïla, est-ce qu'il y a quelque chose à compléter pour le titre? Merci. Bien, notre quatrième intervenant qui n'est pas encore arrivé, mais je vais quand même le présenter. Il va se joindre à nous sous peu. Il s'agit de Clément Mazeran qui mène des études de recherche en design à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Il s'intéresse aux capacités analytiques et projectives du design pour formuler un langage dans l'acte de faire sous diverses formes, comme attention agissante avec le monde. Donc, il investit des chantiers collectifs citoyens révélateurs d'un imaginaire durable et attentif aux forêts. Et en collaboration avec les territoires et habitants impliqués, il dégage le potentiel écoformatif des relations de subsistance avec les écosystèmes dans les milieux forestiers. Donc, il sera en stage de recherche prédoctorale pendant 1 année au Centre R et son intervention s'intitulera La mobilisation du design dans un contexte de RE au travers de la recherche-action, donc piste forestière. Voilà. Alors, pour la suite, on va reprendre le même ordre de présentation. Juste peut-être rappeler aux intervenants qu'on essaye le plus possible de répondre à notre présentation, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous présenter, essayer de respecter le 15 minutes, mais on n'est pas dans l'armée, donc on essaye pour pouvoir se garder du temps à la fin. On va peut-être vous faire un petit signe vers 8 minutes, juste pour vous donner une idée du temps, mais ça va être très, très délicat. Puis voilà. Alors, on commencerait par demander à Yaprak de se présenter, puis on a bien hâte de vous écouter, Yaprak. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran?
Alors, rebonjour et désolé. Bonjour à tous et à toutes et merci de créer cette occasion de réflexion ensemble, ce moment intellectuel pour partager sur l'éducation, sur l'environnement. Le territoire où vous trouvez m'a permis de cristalliser et de déployer la recherche que je vais résumer brièvement. Et je ne vais pas m'attarder qu'à la thèse qui m'a valu cette invitation aujourd'hui, mais aussi une exploration graphique que j'ai continuée à partir de la thèse depuis. Discuter sur le lien entre l'engagement écologique et l'esthétique en visioconférence demeure une expérience un peu paradoxale en soi, parce que sachant que le corps des humains et des non-humains et leurs dimensions sensibles partagées, c'est qui permettent précisément cet engagement écologique. En parallèle, j'ai aussi le sentiment que, en tant qu'artiste, designer et créateur, vous le savez aussi, ce que nous produisons et que nous mettons au monde en tant que recherche, texte, image, visuel, finissent par être des entités autonomes qui nous dépassent un peu et qui existent indépendamment de nous. Avec le temps, ils nous échappent et nous dépassent. Je vais réessayer de le ressaisir ce travail avec vous sur l'esthétique de l'engagement écologique et sa pertinence sur l'éducation pour l'environnement. Mais avant, pour pouvoir le débattre, j'ai aussi besoin avec vous de partager le sens du design et la définition que je lui donne dans ma pratique, sachant que ce terme a plusieurs sens et plusieurs pratiques et une pluralité de compréhension pour qu'on puisse avoir une référence commune et une compréhension commune de ce que c'est le design dans le cadre de cette recherche. Donc, premièrement, à quelle pratique je fais référence ici quand il s'agit de design et plus spécifiquement, dans mon cas, la recherche scientifique par le design. Est-ce problem solving, sense making, co-design, améliorer quelque chose? Le design, chercher la définition du design en design, à l'évidence, ne m'a jamais inspiré. J'ai trouvé les premiers indices dans les travaux de sociologie pragmatique, dans les sociologies pragmatiques de Laurent Thévenot, où l'objectif, c'était rendre visible. Ensuite, j'ai trouvé des indices dans le travail dans l'anthropologie de l'art de Alfred Gell, disséminé pour faire commun. Ensuite, c'était une recherche dans les travaux de Anna Tissing-Lavenhoff qui me donnait des indices de ce que ça peut être le design social, créer des interdépendances vertueuses. Ensuite, c'était au tour de Vincent Després. Est-ce que le design, c'est rendre les humains disponibles aux non-humains? Récemment, j'ai aussi lu l'historien de l'art Estazong Mengual qui a écrit il y a un cœur de métier commun aux femmes, naturalistes et aux artistes, c'est leur attention à l'invisible et leur ambition de transmettre cet invisible à d'autres. Car c'est dans l'invisible que le vivant habite à bien des égards, elle a écrit. Donc, cet intérêt pour rendre le visible, l'invisible visible, résonne particulièrement avec ce que ça peut être le rôle du design. Au lieu de nous inspirer de la nature, donc tout le discours sur le biomimétisme pour faire du design, est-ce qu'on pourrait aussi de nous inspirer des rôles des autres métiers et des activités pour être des designers écologiques? En ce sens, dans mes travaux, pour moi, le design, c'est rendre visible l'invisible par le sensible pour le disséminer et multiplier sous diverses formes. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche par le design dans ce contexte? C'est observer, chercher, révéler des dimensions sensibles et esthétiques des réalités, les visualiser, matérialiser, transposer et transcrire, les multiplier, les répéter, les disséminer, les partager sous diverses formes sensibles. Et répéter ce cercle encore, à nouveau, observer, chercher et révéler. Mais quel est cet invisible à rendre visible par le design pour l'écologie? Qu'est-ce qu'il faut rendre visible par le design pour que le design soit écologique? Donc, j'ai proposé la définition et la méthodologie que je me suis trouvée, ce qui est rendre visible l'invisible, qui est une forme écologique de la pratique que je vois pour le design. Mais qu'est-ce qu'il faut rendre visible? Pour ça, je me suis orientée vers la contre-culture et les utopies concrètes telles que définies par Yona Friedman, ou bien ce que Richard Sennett définit
comme toutes les pratiques qui sont à la frontière. Parce que selon Richard Sennett, ce qui se passe à la frontière, dans les contours d'une société, c'est ce qui le permet c'est de se transformer là où on expérimente les choses de manière la plus progressiste possible. Donc, ce sont des expérimentations et des initiatives écologiques momentanées, temporaires, résistantes ou permanentes. Ce sont des initiatives individuelles ou collectives, domestiques ou à l'échelle d'un quartier. Ce sont des initiatives événementielles ou matérielles et tangibles dans un espace public. L'objectif de rendre visible cet invisible par le design, c'est créer une masse de visibilité critique. Vous connaissez probablement tous Critical Mass. C'est un peu dans la même approche. Plus le design arrivera à rendre visible toutes ces initiatives écologiques, c'est une forme de visibilité critique qui va augmenter et pour pouvoir atteindre une transformation de la société aussi pour l'écologie. Donc, reproduire, transformer, répéter ce qui se passe dans ces espaces d'engagement écologique, c'est un moyen de faire un design écologique dans ces travaux. Si ce sont des initiatives écologiques, leurs manifestations sensibles dans le monde ont des propriétés esthétiques écologiques. Donc, et ça repose sur une approche pragmatiste de l'esthétique, que je reviendrai. Donc, pour vous résumer de ce que j'ai fait pendant les travaux qui est sur l'engagement, l'esthétique de l'engagement écologique, entre 2014 et 2016, j'ai fait une photoethnographie de 4 formes d'engagement écologique. C'est un squat activiste autogéré à Istanbul, un centre culturel et social autogéré à Berlin, un quartier autogéré à Copenhague, un appartement avec 15 habitants et habitantes à Montréal, et 9 simplistes volontaires que j'ai suivis, ce qu'on appelle le shadowing, dans leur vie quotidienne à Montréal. Et j'ai repris certaines pratiques de ces initiatives écologiques moi-même pour faire une auto-ethnographie. En faisant une analyse de ces photographies, un corpus de 205 photographies, j'ai identifié majoritairement des propriétés esthétiques visuelles de ce qui se manifestait dans ces espaces d'initiatives écologiques. Pourquoi s'intéresser à l'esthétique de ces initiatives? Pourquoi pas à leur définition de l'écologie? Pourquoi pas à d'autres dimensions qui se manifestaient? Dans les travaux de Richard Sennett, il a écrit repenser un problème avec un protagoniste différent et de déployer la patience pour résoudre les détails avant le tout et désarmer la résistance en ajustant son comportement et en trouvant l'élément le plus docile du système. Donc, quand j'ai regardé comment on peut basculer sur une approche de design écologique, est-ce que le designer a une capacité de changer? C'était de la dimension esthétique. Donc, le designer a un pouvoir d'agir sur l'esthétique des choses et les modifier. Donc, c'était l'élément docile du système qu'il pouvait intervenir, ou elle pouvait intervenir. Et comment cette propos peut être soutenue? C'est un lien réaliste et pragmatique entre le processus et le résultat. Ce que basé sur les travaux pragmatistes et l'esthétique pragmatique de Richard Sennett, les auteurs créent un lien entre le fait que la nature du processus a un impact sur le résultat. C'est-à-dire, si le processus est écologique, le résultat est écologique et par conséquent, sa manifestation esthétique également. Donc, l'hypothèse ici, c'est que si ce sont des milieux de vie écologiques et nous les considérons des initiatives écologiques, ils ont des propriétés esthétiques, des manifestations sensibles écologiques aussi. Donc, basé sur ces travaux et ces analyses, j'ai identifié 13 propriétés esthétiques qui ne sont pas exclusives et qui sont connectées les unes aux autres. Leur présence, donc le fait d'observer, avoir la présence de ces propriétés esthétiques dans un espace public, dans un objet ou dans une activité, et la possibilité de leur apparition, c'est-à-dire un design qui n'empêche pas leur apparition, engage les individus envers les autres, les choses, et il crée de l'engagement des individus. Donc, c'est une capacité engageante pour pouvoir créer de l'engagement, mais aussi c'est un indice qu'il y a de l'engagement dans ce milieu de vie.
Donc, cette capacité engageante de ces propriétés esthétiques est leur essence écologique parmi d'autres. Comment on peut utiliser ces connaissances? En fait, ces 13 propriétés esthétiques à deux usages, l'une évaluative et l'autre prospective. C'est-à-dire, dans les pas de Richard Schusterman, les considérations esthétiques peuvent être souveraines pour déterminer comment choisir de conduire ou de modeler sa vie et comment évaluer ce qui est une vie éthique, une vie écologique dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'en regardant ces 13 propriétés esthétiques, je peux évaluer un projet de design ou je peux m'en inspirer pour faire un projet de design. Ici, donc, pour continuer, l'objectif du design a été rendre visibles ces initiatives écologiques, ce qui échappe parfois au discours dominant. Et ici, dans un deuxième niveau, c'est rendre visible la dimension esthétique de l'écologie par la recherche scientifique. Ensuite, ce travail de recherche est devenu, donc j'ai continué cette approche de rendre visibles les choses et rendre visible la recherche scientifique sur l'esthétique et continuer mes travaux en faisant des fanzines et des posters, en utilisant ces travaux et les transformer sous d'autres formes sensibles et pouvoir les partager avec différentes communautés. Donc, merci pour votre écoute et puis j'espère qu'on pourra en discuter plus en détail. C'est nous qui vous remercions, Raprak. Merci beaucoup pour cette présentation. On va garder nos questions, commentaires pour la fin, si vous permettez. Merci aussi d'avoir bien respecté le temps. Et maintenant, on serait rendu à la présentation du travail et de Clément lui-même, Clément de Gauljac. Merci pour l'invitation. Je vais me présenter brièvement, puis peut-être essayer de présenter ma pratique artistique en lien avec les questions qui nous ont été posées, les questions du jour, et surtout aussi peut-être pour dire à partir de où je parle. Donc, comme ça a été dit dans ma présentation, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois comme illustrateur, mais aussi artiste dans l'art visuel, et puis auteur. La pratique sur laquelle je vais insister sans doute aujourd'hui, c'est celle d'illustrateur et particulièrement d'illustrateurs qui s'engagent dans le débat public et oui, c'est ça, dans le débat public, on va l'appeler ça comme ça. Donc, c'est une pratique qui est née en 2012, grand moment de subjectivation collective à laquelle j'ai été à la fois sensible et j'ai répondu, si on veut, répondu ou répandu, en fait, c'est les deux, comme à une forme d'appel à la mobilisation. Ça fait des années que j'ai cherché une façon de trouver comment articuler ma pensée artiste avec ma pensée politique à la fois, mais c'était pas évident. Puis ça, je vais le faire. Je vais pas revenir là-dessus, mais ça faisait des années que j'étais déjà artiste et que je trouvais que c'était pas évident de trouver une forme d'articulation entre les deux, sans que l'engagement instrumentalise l'art et sans que, enfin bref, il y avait comme une espèce de les évidences se faisaient pas. Et puis en 2012, la nécessité de s'engager, de participer au mouvement collectif a fait qu'une certaine forme s'est mise en place, une forme que je dirais du commentaire, non pas comment dire, non pas l'essai de formuler positivement les mots d'ordre derrière lesquels j'aimerais m'aligner, mais créer une espèce d'outil de veille, de commentaire critique, d'utiliser le dessin satirique pour rentrer en dialogue avec la langue du pouvoir et faire apparaître dans le fond la manière dont elle tente en permanence d'asseoir son hégémonie. Et donc cette espèce d'outil de travail de la langue par le dessin satirique, par le travail d'affiches, par la diffusion dans le mouvement social d'affiches politiques, ça c'est quelque chose qui a commencé en 2012. Je vais pas faire tout le récit, mais c'est important pour moi de dire que ça s'est vraiment ancré comme ça dans le mouvement social, où j'ai créé pas loin de 100 affiches qui ont été partagées à la fois sur Internet et sous forme d'affiches sérigraphiées qui ont été affichées sur les murs ou distribuées sous forme de pancartes. Puis dire que je participais aussi à cette impression et à cette diffusion.
Et donc, comme artiste, il y avait à la fois la satisfaction peut-être de participer comme ça au mouvement social par son travail artistique, mais aussi d'être dans le partage immédiat, en fait, de transformer l'outil de l'artiste visuel, qui est souvent un outil qui se distribue dans un temps très, très long entre le moment où les formes sont pensées et le moment où elles sont vues et vues par très peu de gens. Alors que là, je me retrouvais dans une espèce d'immédiateté, d'urgence qui, depuis, ne m'a plus quitté, en fait. C'est-à-dire penser une forme, la dessiner vite, la diffuser le jour même et dans une réaction qu'on dirait à chaud à l'actualité, qui est une expression que j'aime pas, mais parce qu'elle elle suppose une urgence, mais en fait, mon idée, c'était de changer l'angle de l'urgence, en fait, c'est-à-dire d'essayer d'attirer l'attention sur peut-être les angles morts d'une certaine urgence. Et puis, cette activité de grève, en fait, je l'ai continuée par après. C'est-à-dire que pendant les 6 mois qu'ont duré la grève, j'avais mis sur pause toutes mes activités artistiques, puis mes activités de recherche doctorale, parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'UQAM en train de faire un doctorat en études et pratiques des arts. Mais je me suis rendu compte que cette activité périphérique, cette activité de grève, en fait, était devenue peut-être la principale de mes activités. Et donc, j'ai continué à me servir du dessin satirique comme outil de veille, en fait, en diffusant sur mon blog et puis sur les réseaux sociaux des affiches que j'imprimais pas forcément, mais que je mettais toujours en relation avec des articles, enfin, comment dire, encore ce travail de démontage de la langue politique, de la politique qu'on nous fait, en fait. Et donc là, je vous montre quelques exemples de dessins que j'ai partagés récemment. Cette activité, ça m'a amené à créer, je l'ai diffusé déjà sur un blog, mais finalement, c'est de plus en plus sur les réseaux sociaux que je l'ai diffusé. Et puis, il y a 2 ans ou 3 ans, je me suis rendu compte que j'avais besoin de trouver une forme d'autonomie par rapport aux réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un site internet dédié à l'archivage de toutes ces affiches depuis une dizaine d'années. Il y en a plus de 3 maintenant, et donc je les ai toutes archivées sur ce site internet qui sert à la fois d'archive, de contextualisation, parce que je ne vous cache pas que ces affiches-là, elles se démodent très très vite. C'est-à-dire que comme elles répondent à une actualité, bah, le propre de l'actualité, c'est de passer, de plus être actuel. Et donc souvent, on a du mal à les lire quelques années plus tard. Donc l'idée était de travailler à recontextualiser ces affiches. Si je vous parle de ce site-là, c'est vous inviter à vous y abonner parce que à chaque fois que je diffuse un dessin dessus, je le diffuse par aussi maintenant par courriel, toujours dans l'idée de s'autonomiser par rapport aux réseaux sociaux. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce travail solitaire, en fait, c'est pas aller sans accroc, parce que dans le fond, je me suis mis souvent à douter très fort aussi de l'utilité comme ça de donner mon avis comme ça sur les choses tout seul dans ma cuisine, et puis pourquoi faire et qu'est-ce que c'est. Et donc, je me suis mis à j'ai arrêté à un moment donné. Et puis, je me suis remis au travail parce que il y a une demande qui est arrivée de la part de Québec solidaire en 2018 qui me proposait d'illustrer ou de créer des affiches pour leur campagne en 2018. Et donc, pourquoi je parle de ce tournant-là, en fait, c'est-à-dire que bon, c'était en 2017 quand ils m'ont invité à préparer ces affiches-là. Moi, j'avais arrêté un petit peu le travail de veille tiède, un peu découragé, puis aussi peut-être découragé par rapport à la satire politique. Donald Trump venait de se faire élire président des États-Unis, et j'avais des grands doutes sur l'humour, enfin comment dire, quand une chouannerie comme ça comment dire, devient le monstre fascisant qu'est Donald Trump. J'avais beaucoup de doutes sur être du côté de l'humour. Ben, je veux dire, c'est un doute qui m'a quitté. Je continue à penser que l'humour et la satire restent une force politique à utiliser, mais à ce moment-là, j'avais des gros doutes. Et donc, Québec solidaire nous avait invité comme ça quelques illustrateurs et illustratrices à travailler, et j'en parle aujourd'hui parce que c'est le moment où je me suis dit que ils nous avaient donné complètement carte blanche. Ils nous avaient pas donné de mot d'ordre à illustrer en disant voilà nos axes de campagne, ça va être ça. Ils nous avaient dit faites ce que vous voulez. Et moi je me suis dit à ce moment-là, c'était donc en 2017, il faudrait vraiment que
que notre dépendance aux hydrocarbures, en fait, devienne l'axe majeur d'une réflexion politique. Et donc, j'en parle parce que je pense que c'est le moment où, je veux dire, ma conscience écologique était déjà présente, mais c'est le moment où c'est devenu le sujet principal de mes affiches. Et puis, l'autre chose, c'est que cette demande de Québec solidaire m'a sorti de ma torpeur aussi en me disant, bah oui, il faut encore continuer à prendre parole dans le débat public, mais en fait, pas tout seul, avec des alliés. J'ai compris que le fait que de travailler avec des gens qui vont se saisir de ces affiches-là et les porter dans le débat public, en fait, c'était ça qui était essentiel. C'était un travail qui ne pouvait pas être solitaire. Pourquoi il était né en 2012? C'est parce qu'il y avait un mouvement social et qu'un mouvement social a besoin peut-être de signes pour s'équiper. Et que moi, mon travail, ça allait être d'équiper des mouvements sociaux. Et donc, après la campagne, j'ai appris que le groupe Extinction Rébellion Québec se créait. Et donc, je suis allé spontanément, en fait, proposer des affiches qui ont servi dans les différentes, pour accompagner différents bon, je sais plus, le mot me manque, action d'Extinction Rebellion. Notamment ici, on a repris le système de distribuer des quantités de pancartes. Là, on me dit qu'il reste 5 minutes. Alors, j'accélère un petit peu parce que j'aimerais me rendre à peut-être des activités plus récentes où j'ai proposé aussi de faire des affiches pour une mobilisation qui a lieu dans le quartier Hochelaga à Montréal, qui est la défense d'un terrain vague contre l'installation d'une plateforme de transbordement de Raymond Logistique. Et en fait, il y a derrière cette mobilisation qui est dans le fond une mobilisation de quartier, il y a vraiment encore une fois l'idée d'être un grain de sable dans la circulation des flux, des marchandises inutiles. Et aussi, là, peut-être justement, peut-être pour reprendre faire un lien avec la présentation précédente aussi, dans cette mobilisation, il y a vraiment l'idée de comment faire pour se reconnecter avec le vivant, comment faire pour que la ville soit aussi le lieu d'une expérimentation d'une vie autre. Et moi, c'est vrai qu'à travers mes affiches, j'ai beaucoup l'idée de comment faire pour comment dire, les affiches, elles servent à peut-être à accompagner cette pensée qu'il est peut-être possible de penser et de faire les choses autrement que dans le cadre hégémonique qui nous est servi. Et c'est vrai que moi, peut-être la force critique dans laquelle j'aimerais comment dire, mettre mon art au service d'une pensée critique, ou en tout cas que mon art soit le lieu d'une pensée critique et poétique et humoristique, c'est pour ramener, à la fois ramener l'intelligence et la sensibilité du côté d'une pensée qui est extrêmement minoritaire, même si par effet de bulle, dans nos environnements, on peut avoir l'impression que c'est des idées communément admises, mais dans le fond, c'est des idées qui restent très, très minoritaires par rapport à leur diffusion justement dans le débat public. S'il me reste peut-être 1 minute, j'aimerais justement dans la présentation dire aussi que... Il vous en reste un peu plus, Clément. Vous pouvez OK, prendre 2, 3 minutes. d'accord, j'ai eu l'impression que le signe était celui d'une accélération radicale. Alors peut-être que je passe un tout petit peu... Je commande pas chacune des affiches que je montre parce que... mais là, par exemple, si peut-être dire quelques mots, c'est-à-dire quand je dis ramener l'intelligence de notre côté, c'est là, je discutais avec justement la militante de la mobilisation, là, et l'idée, c'était justement de pas construire des discours faussement victorieux ou dans le fond, comment faire quand je suis plus dans la critique du discours adverse, mais quand je suis si on veut si on reprend l'idée de design, de designer le discours interne d'une mobilisation, comment faire pour ne pas tomber dans quelque chose qui serait un petit peu mièvre et par exemple là, ce qu'on se disait, c'était que sur quoi communiquer, par exemple, parce que ben, ça y est, les containers s'installent, d'une certaine façon, la cause est perdue. Mais comment faire de cette défaite, entre guillemets, quelque chose qui soit... comment ne pas nier la défaite, mais la retourner en... Pas le discours d'une fausse victoire, mais donc là, l'idée de la forêt qui gagne à la fin, c'était peut-être de réinstaller cette défaite dans un temps très, très long.
je commande pas plus. Et puis peut-être c'est ça pour terminer ma présentation, comme on en a parlé, parler d'un autre aspect de ma pratique artistique qui est peut-être plutôt du côté des arts visuels. Ça, c'est une œuvre d'art public qui vient d'être inaugurée cet été dans le même quartier à Montréal, devant la bibliothèque Maisonneuve à Hochelaga. Et donc, c'est peut-être une autre traduction de... Bon, c'est des bottes de pluie, c'est des bottes qui débordent continuellement d'eau et qui s'aspergent elles-mêmes. Donc, c'est une œuvre qui voulait interagir avec les monuments qu'on déboulonne, mais aussi avec des pieds ancrés sur le sol et puis peut-être créer une mini catastrophe, un mini dégât permanent. En tout cas, bah, je la commande pas plus. Je la laisse faire son petit travail de créer une source, une rivière au milieu d'un quartier aussi, un point de ralliement. Peut-être aussi dire que c'est une forme très simple et peut-être terminer ma présentation avec cette idée que moi, j'aime comme artiste proposer des formes simples qui peuvent s'insérer dans le sens commun. En fait, et puis là, je voudrais peut-être revenir aussi, réagir à une citation de la présentation de Yaprak là, que j'ai beaucoup aimé, là, disséminer pour faire commun. Moi, c'est vraiment quelque chose que je cherche à faire à travers mon art, c'est-à-dire amener dans le sens commun, non pas des lieux communs un petit peu idiots, mais revisiter les clichés pour leur redonner vie d'une façon qui, comment dire, que le monde puisse être merveilleux et pas juste décourageant, en fait. Intégrer, comment dire, de la critique, mais dans un flux. Bon, j'arrête cette phrase-là. Dire aussi peut-être, et là j'en reviendrai peut-être dans le temps de la discussion, que ligne claire et contour flou, c'est le titre de ma présentation, mais c'est aussi le titre d'un petit essai que j'ai écrit l'an dernier ou il y a 2 ans sur justement qu'est-ce que ça veut dire, comment dire, où là c'est plus comme essayiste que j'essaye de réfléchir à ça. Qu'est-ce que ma manière de dessiner a à voir avec l'idéologie moderne dans laquelle on est pris? Et est-ce qu'une manière de dessiner qui a à voir avec l'idéologie moderne peut déconstruire ce qu'elle a participé à construire? Donc ça, c'est peut-être une question qu'on pourra discuter après. Et puis peut-être terminer ma présentation en disant que l'ensemble de mes affiches, je viens de le publier dans un livre qui s'appelle Motifs raisonnables, qui était un gros travail de contextualisation des quelques 300 affiches là que j'ai produites depuis une dizaine d'années. Je conclue avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Clément. Merci beaucoup. Nous serions rendus à la présentation de Naïla. Merci, Anne. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici. Je vais vous proposer enfin pas peut-être, de prendre un moment, de peut-être fermer les yeux pour faciliter l'écoute de ce que je vais proposer et de revenir à vos corps et à votre respiration. Alors, merci d'avoir écouté. Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est du yoik. Puis, en fait, c'était Sophia Yannock avec le yoik du vent. Puis, en fait, le yoik, c'est un son humain qui est une manière de se connecter au paysage, au monde qui entoure les Samis, parce que c'est une pratique culturelle des Samis. Euh, le yoik est souvent circulaire, il est essentiel au sens de communauté chez les Samis, d'après l'auteur Sami Harald Kaski. C'est la musique vocale pratiquée par ce peuple autochtone. Et en fait, ce qui est particulier avec le yoik, c'est qu'il rend hommage à une personne, un paysage, un animal
ou une plante dont il convoque l'essence, dont il convoque la présence expérientielle. Un yoïque ne représente pas son objet, il en fait partie. Alors, pour rappel, les Samis sont un peuple autochtone qui vit dans le nord de l'Europe et la péninsule de Kola en Russie, dans une région qui s'étend à cheval sur les territoires de 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Cette région s'appelle Sápmi, puis ce mot vient du Sam du Nord, une des 10 langues samies qui existent encore aujourd'hui, et signifie la terre des Samis. Le peuple sami est reconnu et se considère comme un seul et même peuple, mais ce n'est pas un groupe homogène. Ils sont caractérisés par une grande diversité linguistique, culturelle et économique. On pense souvent aux Samis comme des éleveurs de rennes. En fait, ce n'est qu'une partie de cette population. Puis cette diversité est liée à la variété des paysages et des conditions environnementales. Aujourd'hui, les moyens de subsistance traditionnels des Samis sont menacés. En effet, en raison des conséquences des politiques d'assimilation violente qu'il y a eu dans la région et des projets extractivistes de développement, de l'exploitation minière, forestière, éolienne, hydroélectrique, seule une petite partie du peuple sami peut subvenir à ses besoins grâce à la chasse, la cueillette, la pêche et l'élevage de rennes. L'ancien président du Parlement sami, Aili Keskitalo, fait référence au colonialisme vert, qui désigne l'imposition de projets de développement et d'énergie dite verte au peuple sami au nom de la protection de l'environnement et ou du climat par les États-nations. Ces projets de développement menacent les pratiques et les moyens de subsistance autochtones et sont imposés aux communautés sans qu'elles soient consultées. Alors, les besoins de reconstruction des États-nations dans Sápmi après la Seconde Guerre mondiale ont conduit à un extractivisme accru dans le nord de l'Europe et en Russie et ont mis en danger l'intégrité environnementale de Sápmi, dont dépendent les communautés autochtones pour leur survie, leur subsistance et aussi leur sens de communauté et d'identité. L'une des principales causes de destruction environnementale a été la construction de barrages sur les rivières. Bon, je vous fais une synthèse très, très courte aujourd'hui, bien sûr, évidemment. À la fin des années 70, le gouvernement norvégien a décidé de construire un barrage sur la rivière d'Alta, dans le nord de la Norvège, pour mettre sur pied une centrale hydroélectrique. Cette rivière est très importante pour les Samis parce que c'est une des plus grandes rivières à son nom dans le monde et que sa vallée constitue un site de pâturage pour les rennes. Tout ceci a entraîné l'apparition d'un vaste mouvement de justice environnementale mené par les Samis contre la construction du barrage et pour les droits autochtones. On l'appelle le mouvement d'Alta et il a eu lieu de 1968 à 1982. La position de l'État norvégien a été intransigeante et violente. Les manifestations, les grèves de la faim ont été réprimées, les travaux sur le barrage ont repris en 1981 et la nouvelle centrale hydroélectrique a ouvert ses portes en 1987. Mais ces événements ont tout de même eu des conséquences politiques importantes et ont favorisé la résurgence sami. Ils ont conduit la Norvège à transformer sa politique et ont abouti entre autres à la formation du Parlement sami, le Sametinget, en Norvège en 1989, à la reconnaissance des Samis comme un peuple autochtone et notamment à la loi sur les langues samis, une loi qui donne des droits linguistiques et culturels importants au peuple sami de Norvège. En fait, aujourd'hui, je parle surtout de la Norvège parce que je parle du mouvement d'Alta. Ce mouvement était un tournant essentiel qui a été très influencé par les artistes samis et qui les a influencés en retour. Il n'y aurait pas eu de mouvement sans les artistes samis. Et ce mouvement, en fait, est un mouvement de justice environnementale qui s'articule autour du racisme environnemental. Donc, je vous invite à lire le texte de Thésée, Carr et Préville dans l'ouvrage Environnement, Éducation, environnement, éco-citoyenneté, repères contemporains, paru en 2017. C'est un mouvement pour la souveraineté sami, contre les injustices environnementales où les savoirs ne sont pas hiérarchisés. Et en fait, un mouvement qui a développé une identité partagée sami et une identité écologique. Dans ce mouvement, les artistes ont organisé de nombreuses activités communautaires
ont établi des associations, mis sur pied un centre d'art, écrit des textes polémiques, organisé des manifestations. Plusieurs artistes, en fait, sont d'anciens activistes. En fait, dans la vision du monde sami, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que vous allez trouver un artiste qui est à la fois un éleveur, une éleveuse de rennes, ou une activiste, et un artiste qui va pratiquer plusieurs en fait, disciplines artistiques sans les séparer entre elles, en fait. Pour les Samis, l'esthétique et la créativité imprègnent toutes les activités de la vie. Puis je vous réfère à l'auteur Sami Irène Snarby. Alors, en fait, Hugues, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir en arrière pour les diapos? Oui, à celle-ci. En fait, je vais vous présenter quelques photos d'œuvres. C'est des photos que j'ai prises pendant une exposition qui avait lieu à Oslo en 2018 à Uka. L'expo s'appelait Laisser la rivière couler. Puis c'était une exposition centrée sur le rôle des artistes samis dans le mouvement d'Alta. Alors, sur cette photo, vous avez une œuvre de Iver Yorks qui s'appelle Sami Culture Against the Grain. Je ne m'aventurerai pas à dire les titres samis et norvégiens aujourd'hui. En fait, Iver Yorks était un juogar. Et c'est quoi, en fait, le duodji? Puis vous me pardonnerez pour ma prononciation qui n'est probablement pas très très bonne aujourd'hui. Le duodji, en fait, c'est à la fois l'objet créé, le processus de création et un soin, une compréhension des matériaux utilisés. Le duodji est une pratique culturelle et traditionnelle essentielle chez les Samis qui influence énormément le design, l'architecture et l'art contemporain. Puis cette œuvre, en fait, est une œuvre faite à partir de matériaux naturels. Alors, c'est du bois, de la corne de renne et de la peau de renne. Cet artiste était né dans une famille d'éleveurs de rennes. Il était illustrateur, peintre, sculpteur et duodjar. Puis il a beaucoup contribué à restaurer l'ancienne conception du duodji. Le duodji était souvent vu comme de l'artisanat et tend à être encore parfois un peu vu comme de l'artisanat, mais ce n'est pas de l'artisanat. Puis le voir comme de l'artisanat, en fait, montre qu'on peut avoir un biais, en fait, un biais à cause de la compréhension occidentale qu'on peut avoir de ce mode d'expression qui est essentiel chez les Samis. Hugues, est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il te plaît? Alors ici, vous avez une œuvre de Keviselier Hans Ragnar Mathiesen, un autre artiste sami, qui a fait partie du groupe des artistes samis, qui a été essentiel dans le mouvement d'Alta. Puis Keviselier est un autre artiste interdisciplinaire. Puis là, vous avez une carte parce que cet artiste utilise beaucoup la cartographie comme projet politique et artistique. Cet artiste, en fait, a dédié la pratique de toute une vie à rechercher et réintroduire les noms des lieux samis qui avaient été effacés par les pouvoirs coloniaux au XVIIe siècle. Hugues, est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il te plaît? Alors ici, vous avez un drapeau. Ce drapeau avait été, c'est une œuvre de Synnøve Pechen, donc une autre artiste sami du côté norvégien de Sápmi. Synnøve Pechen, en fait, est une artiste visuelle, écrivaine et poète qui a fait partie du groupe des artistes samis. En fait, elle appartient à la première génération de Samis à avoir fait toute son éducation dans les écoles résidentielles, car il y a eu aussi des écoles résidentielles en Norvège. Dans ce processus, comme des milliers d'autres Samis, elle a été déconnectée de sa langue, de sa culture et de sa communauté. C'est une figure politique essentielle, une figure de proue du mouvement d'Alta qui a participé à la grève de la faim en 1979 devant le Parlement norvégien à Oslo. Elle a mis sur place un syndicat des artistes samis et le Centre sami d'art contemporain. Elle a publié plusieurs recueils de poésie et beaucoup travaillé à la revitalisation des langues samis en traduisant notamment des ouvrages. Puis en fait, les drapeaux n'existaient pas dans la culture sami. Mais on a vu apparaître des essais de drapeaux à partir des années 60 dans les manifestations.
parce qu'en fait, les Samis voulaient parler le langage des autres parties dans la société, donc en créant des drapeaux et en manifestant ce qui n'était pas non plus une pratique Sami. Puis ici, vous voyez les couleurs élémentaires qui sont les couleurs des costumes Sami, les koftés. Quand vous voyez une manifestation Sami, les Samis portent toujours leurs costumes traditionnels et aussi à toute occasion importante. Alors, Naïla, juste pour vous rappeler qu'on oui. est à 10 minutes passées, mais c'est juste pour vous donner un indice. Merci beaucoup, Anne. Alors, est-ce qu'on peut Merci. passer à la prochaine, Hugues? Alors là, vous avez le drapeau Sami d'aujourd'hui qui a été conceptualisé par l'artiste visuel Astrid Ball à partir de la proposition de Synnøve Peschen. Donc Astrid a rajouté le cercle qui représente le tambour qui était très important dans les pratiques chamaniques Sami. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'en fait le yoik et les pratiques chamaniques avaient été interdits, notamment en Norvège pendant toute la période d'assimilation violente qu'on appelle la norvégianisation et qui a eu lieu entre le 18e siècle et 1968 à peu près. Puis en fait, Astrid a aussi rajouté la couleur verte et la couleur jaune. Le cercle symbolise le soleil en rouge et la lune en bleu. Puis ce drapeau s'appelle « Les Samis sont les enfants du soleil » et est inspiré d'un poème d'un célèbre poète Sami, Anders Fjellner. Hugues, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît? Merci. Alors, Britta Marakat, là-bas, est une artiste du côté suédois de Sápmi, cette fois-ci, qui a également participé au mouvement d'Alta. Donc, je rappelle que Sápmi est un territoire transnational et que les Samis ont une identité forte partagée, même s'ils parlent plusieurs langues et ont des pratiques différentes et des économies locales différentes. Alors, Britta pratique la broderie, en fait. Pour elle, les textiles sont très, très importants et elle a été très influencée par le duoji. Et en fait, ici, vous avez, en fait, on voit des chamans, des no-ID dans la langue Sami du Nord, donc qui est ici restauré comme, parce qu'en fait, ces pratiques avaient été interdites, puis ici, le chaman est le défenseur de l'ordre communautaire. Okay. Alors, en fait, la pratique de Britta est basée sur le récit. Elle utilise en fait les illustrations comme manière de véhiculer une compréhension de la culture, des cosmologies et de l'histoire Sami, en véhiculant les histoires du monde dont elle fait partie. Ses œuvres et ses broderies sont un plaidoyer passionné pour la souveraineté Sami et une identité partagée. Elle entremêle des événements historiques et quotidiens, nature et mode de vie, perspectives spirituelles, ainsi que la mythologie, les légendes, les dictons et la lutte politique et les revendications. Elle a également créé une broderie qui fait 24 mètres, qui s'appelle Histoire, et qui raconte toute l'histoire et la cosmologie du peuple Sami. Et en fait, cette œuvre est un commentaire sur le déplacement forcé des Samis et de leur mode de vie, qui fait référence à au déploiement de la police pendant le mouvement d'Alta. Et le no-ID est représenté ici comme venant au secours des Samis. Alors, combien de temps on a encore? Là, on est à 14 minutes 15 d'écoulées D'accord. pour Je vais donner un repère. terminer. OK. Hugues, est-ce qu'on peut passer à la dernière diapo? Alors là, je termine avec cette œuvre beaucoup plus récente d'une artiste qui n'a pas participé au mouvement d'Alta parce qu'elle est plus jeune, elle est dans la fin de sa trentaine, qui s'appelle Marit Anne Sara. Et cette œuvre, en fait, comme je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est des centaines de crânes de rennes avec un trou dans le front. Et c'est une installation qu'il y a eu en 2018 face au Parlement d'Oslo. Et en fait, Marit Anne Sara, une journaliste et une artiste interdisciplinaire qui vient de Kautokeino, donc un village qui pratique encore l'élevage de rennes aujourd'hui et où cette économie locale est très importante. Et en fait, et on pourra en parler peut-être pendant la discussion, ce projet, Paile au Sápmi, est inspiré par l'histoire autochtone chez nous, en fait. Fait référence à
bon, je vous en parlerai plus tard. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est en fait une dénonciation des pratiques du gouvernement norvégien qui demande aux éleveurs de rennes d'abattre une partie de leurs troupeaux. Et le frère de Marit Sara est un éleveur de rennes qui est en ce moment en conflit avec le gouvernement norvégien, donc dans une poursuite politique, une poursuite juridique, pardon, parce que le gouvernement lui a demandé d'abattre une partie de son troupeau sans égard au savoir autochtone et malgré le fait que l'ONU est contre cette pratique et contre cette décision. Merci beaucoup. Naïla, merci particulier parce que je sais que vous aviez une très grande, très longue présentation. Merci beaucoup. Puis, je pense que Clément Mazeran est arrivé et j'ai juste pas vu, là. Je vais vous voir quand vous allez parler. Donc, ce serait à vous de présenter votre travail. Très bien, merci. Bonjour. Désolé pour le retard. Voilà, je vous vois. Est-ce que vous voyez ma présentation? Ça fonctionne très bien. D'accord, très bien, merci. Alors, je sais pas si, comme j'ai raté la présentation, je sais pas si je dois me représenter moi ou... Vincent Bouchard-Valentine vous a très bien présenté. Donc, D'accord, très bien, merci. oui, vous pouvez y aller avec votre présentation. D'accord, très bien. Donc, déjà, merci de me donner cette opportunité pour me présenter un petit peu avant d'arriver au centraire d'ici peu. Et donc, je vais d'abord commencer par peut-être vous exposer un peu mon sujet de recherche, qui porte sur la valorisation des relations de subsistance comme vecteur de sensibilité écosystémique. Et en termes d'éducation relative à l'environnement, ça pourrait se traduire un petit peu plus simplement par l'étude du rôle écoformateur des pratiques de subsistance, et donc spécifiquement liées au travail du bois, puisque c'est également une pratique enfin, ce sont des métiers que je pratique moi-même en pratiquant la menuiserie et la charpente. Donc j'ai essayé d'orienter cette présentation plus autour de ma méthodologie, quitte à aborder d'autres aspects de ma présentation et de ma recherche plus tard. Concrètement, ma méthodologie, je l'ai développée sur mes 2 années de master. Et c'est l'approche par laquelle je tente de me rendre attentif et sensible aux pratiques, donc aux pratiques qu'elles soient les miennes ou celles d'autres praticiens. Et ensuite, j'aimerais terminer la présentation en vous montrant voilà, comment cette méthodologie, j'ai pu la mobiliser dans un travail en lien avec un acteur qui travaille à la préservation des forêts françaises, donc le réseau pour les alternatives forestières. Voilà, cette méthodologie que je vais vous présenter, elle s'est constituée durant 2 années de master. Donc une première année passée à mettre au point et concrétiser cette méthode, et une seconde à me familiariser avec cette méthode-là et l'amender par expérimentation successive. Au départ de ma maîtrise, ma recherche, elle tournait assez vaguement autour de la question de l'habiter, et j'avais une vision du design qui était, on va dire, c'est assez généraliste, mais de garantir l'habitabilité du monde dans un certain sens. Et je me suis retrouvé au début de ce master confronté à cette problématique de manière très personnelle. Je vais vous lire peut-être un extrait de ce que j'en dis à ce moment-là, dans une bande dessinée que j'avais réalisée et que j'avais partagée voilà, autour de moi. Je ouvre les guillemets. En 2020, le NSK Champ, mon école, rejoint la dizaine d'écoles et de laboratoires formant l'université Paris-Saclay. Sur les dernières terres fertiles d'Île-de-France pousse une immense cité campus. La ligne 18, un métro aérien qui transperce les champs, cristallise les craintes d'une urbanisation totale. Pour défendre la destination agricole du plateau, habitants et militants écologistes fondent une ZAD, zone à défendre. À ce moment, ma recherche porte sur les relations entre sociétés humaines et écosystèmes forestiers par le biais du travail manuel. Sensibilisé aux luttes paysannes, je rejoins la poignée d'étudiants et étudiantes qui participent à la contestation. Durant ces premiers mois, j'alterne entre les locaux flambant neufs de mon école et la boue de Saclay. Cette irruption des enjeux écologiques et sociaux dans mon quotidien d'aspirant-chercheur agit alors comme mon révélateur. Je ressens la distanciation qu'impliquent les conditions matérielles de mes études vis-à-vis de mon sujet de recherche. Mes expériences de terrain ne sont que des parenthèses et ne compensent pas la distance géographique, humaine, sensible entre mon quotidien et les réalités des personnes que je tente d'appréhender. Comme pour toutes les activités humaines,
L'hyperspécialisation des disciplines de recherche favorise une approche segmentée et décontextualisée du monde. La recherche a fini par s'apparenter à une contribution anonyme au sein d'un amas de savoirs prétendument objectifs, éclairant à distance une réalité au sein de laquelle il est malvenu de prendre part. En comparaison, la vie à la ZAD mêle toutes les composantes de l'existence, elle rend à la subsistance son caractère politique et philosophique. Cette invitation à prendre en main mon mode de vie tisse une relation entre mon quotidien et les enjeux que soulève ma recherche. Elle trouve son sens et sa place dans cette relation symbiotique avec le terrain. Fermez les guillemets. Donc, j'introduis ensuite mon parti pris et mon intention qui vont façonner ma méthode. Voilà. Le rôle du chercheur n'est plus seulement d'observer, mais d'interagir, de s'adapter aux ressources et attentes du terrain, s'impliquer dans son fonctionnement et y trouver une finalité en soi pour la recherche, qu'elle puisse être par et pour le terrain. Donc, ce document, voilà, vous voyez, il est à droite de ma présentation. Donc, c'est un extrait. C'est aussi un outil qui m'a permis de, de poser une réflexivité sur ma démarche au moment de débuter ce projet-là. Donc, d'arriver à me positionner moi en tant qu'étudiant et arriver aussi peut-être à trouver des réponses ou trouver des solutions par le design à des problématiques qui peuvent toucher un peu plus de personnes, c'est-à-dire des problématiques liées à l'éco-anxiété ou liées à la séparation entre peut-être des idéaux qu'on peut avoir, des valeurs que l'on souhaite défendre et la réalité de situations dans lesquelles on peut être coincé ou dans lesquelles on peut se sentir démuni. Donc, ma solution, la direction que j'ai souhaité prendre, c'était déjà de répondre à deux enjeux qui me sentaient émerger de ce questionnement et de cette problématique-là. Donc tout d'abord, la question de la réappropriation de l'habité, essayer de trouver une consistance, une cohérence dans notre mode de vie, même lorsqu'on peut être soumis à des contraintes institutionnelles ou d'autorité. Et ensuite, la dimension matérielle de la recherche, c'est-à-dire que nous faisons de la recherche sur différents sujets, certains peuvent être plus abstraits que d'autres, mais même pour des sujets qui sont très concrets, notre propre existence matérielle en tant que chercheur, notre quotidien, reste très souvent en angle mort. Et pourtant, dans la situation que je viens de décrire, par exemple, cela a un impact sur moi et sur le monde. Et ensuite, également, cette dimension matérielle, elle s'exprime aussi sur la question des infrastructures et du modèle de société qui sous-tend tout le système de la recherche. Donc cette question, elle porte aussi sur la position de neutralité du chercheur et de l'objectivité des savoirs qu'il produit en tant que sujet et en dépendant de toutes ces infrastructures à la fois pour ma vie personnelle et directement dans ma recherche. Comment est-ce que je peux garantir une indépendance de mon travail? Donc, la réponse que j'essaie d'apporter, elle est circonstanciée, évidemment. Donc, elle dépend voilà, des ressources et des compétences qui sont à ma disposition. Elle émerge d'un travail sur moi personne, autant que sur un résultat concret. Mais l'idée, c'est que le design, à ce moment-là, il me permet de mobiliser à la fois une réflexion et des solutions, d'apporter à cette réflexion, d'associer à cette réflexion des solutions ou des pistes concrètes, pratiques, matérielles, et que je peux appliquer dans un temps imparti dans la réalité qui me préoccupe. Et donc, ce- cette solution-là, elle doit être multidimensionnelle, et donc elle implique à la fois une conscientisation de la matérialité de ma recherche et une tentative de la maîtriser, et une décentralisation et une ouverture de la recherche sur le territoire. Donc, je souhaite ne plus dépendre seulement des institutions et du milieu académique, mais également pouvoir créer une interdépendance avec le terrain sur lequel je vais enquêter, avec lequel en fait je vais évoluer et donc me placer d'égal à égal avec ce terrain, et donc me permettre ainsi de maintenir un certain degré d'autonomie vis-à-vis des institutions. Et enfin, cette volonté d'interdépendance, en termes méthodologiques, elle implique que je sois engagé sur mon terrain, elle implique donc une forme de recherche-action.
l'observation participante à ce moment-là, elle peut être vue comme un strict minimum. En réalité, il s'agit souvent d'une participation entière, à temps plein, et le travail de recherche peut se faire uniquement a posteriori. C'est d'ailleurs ce que l'anthropologue Geneviève Prouvost, qui a également travaillé au sein de ZAD et de chantiers participatifs, décrit. Elle présente la position du chercheur, voilà, comme une personne qui est extérieure, qui doit trouver sa place dans des communautés où son travail de recherche ne va pas être nécessairement perçu positivement, peut être perçu comme une intrusion. Et donc l'implication, ça permet de montrer un peu patte blanche dans des communautés telles que celle-ci. Et ensuite, moi, je l'ai aussi traduit cette nécessité de- d'interdépendance par la nécessité de trouver une finalité de ma recherche au sein même du terrain. C'est-à-dire que il s'agit pas uniquement de produire de la documentation ou autre à destination du milieu académique, mais également de trouver une finalité immédiate avec le terrain, c'est-à-dire de pouvoir produire de la documentation, produire des informations qui sont immédiatement utiles, utilisables et valorisables par les personnes avec qui je me trouve. Et donc, ces formes-là de production, de documentation, il y a deux approches qui se sont prêtées assez particulièrement, assez bien. Il y a d'une part le récit autobiographique et d'autre part la documentation collaborative et participante. Voilà. Donc, la posture que j'en tire de cette posture de recherche impliquée sur le terrain, ça va être, je vais l'appeler comme une posture de chercheur habitant. Euh, j'ai ajouté aussi une citation de Bruno Latour qui me semble définir assez bien cette posture-là. C'est, voilà, je vous la lis, le terrain, ce n'est pas seulement des chercheurs qui vont faire du terrain, donc ils vont venir sur le terrain et y extraire voilà, les informations dont ils ont besoin, mais c'est également des gens donc, qui appartiennent au terrain, qui ont besoin des chercheurs pour faire leur propre terrain, c'est-à-dire pour aussi avoir une réflexivité sur leurs conditions, comprendre mieux leur position. Donc s'il y a vraiment une interaction et un échange d'égal à égal en quelque sorte. Donc cette méthodologie, elle m'a permis déjà de tisser des liens avec la recherche en éducation relative à l'environnement, surtout au travers les travaux du GREF, donc du groupe de recherche en, en écoformation, sur notamment les autobiographies formatrices et les récits de vie. Et ça a beaucoup façonné aussi ma manière de comprendre ce processus-là. Donc, l'émergence de cette méthodologie sur ma trajectoire de vie, ce travail d'auto-formation et ce travail autobiographique, pardon, m'a permis de structurer ma démarche et, on va dire, d'expliciter mieux les questionnements que je me posais à chaque étape. Et donc, en fait, comme je le disais, voilà, c'est une expérience qui dépasse mon rôle d'étudiant ou de chercheur, et donc qui marque une trajectoire de vie. Euh, c'est apprendre à vivre avec moins, c'est apprendre à vivre avec des relations sociales qui sont différentes, avec interagir avec des milieux de manière différente. Et donc, fondamentalement, voilà, c'est pour ça que je parle pas vraiment même de la structure concrète de ma démarche. Donc là, vous pouvez voir à droite également, donc c'est des extraits du journal de bord, voilà, des travaux que j'ai réalisés. Donc en fait, j'ai aménagé un camion pour fabriquer un atelier de recherche mobile. En fait, je n'en parle presque pas là parce que je pense que la méthodologie ici, ça, c'était la solution euh, personnelle, circonstancielle, comme je disais. Mais ça pourrait être toute autre forme en fait ça pourrait prendre toute autre forme concrète, cette démarche. Euh, donc voilà, c'est plus en fait un travail sur soi que un travail sur un matériau ou une production externe. Cher Clément, je voudrais juste vous dire qu'on a un 12 minutes de bien rempli. D'accord, très bien. Donner Eh bien, un petit repère.
D'accord, très bien, merci. Eh bien, alors je vais juste parler rapidement voilà, des pistes forestières que ça a ouvert. Donc pourquoi des pistes forestières? Ben, déjà, en fait, c'est que, comme je disais, voilà, j'ai une pratique des métiers du bois, donc je m'intéresse à ce matériau-là, donc comme un médium, comme une manière d'interagir avec le monde, de se mettre en relation avec la matérialité en fait aussi de mon corps et des milieux que j'occupe. Et donc j'ai pu travailler avec le réseau pour les alternatives forestières. Donc c'est un réseau voilà qui fédère les acteurs de la filière bois, des acteurs qui proposent une vision alternative à l'industrialisation des forêts, qui promeuvent aussi une protection de la forêt qui ne passe pas par sa sanctuarisation, mais au contraire par une manière harmonisée où l'humain a sa place de manière durable et harmonieuse au sein de l'écosystème forestier. Et donc, ce réseau, voilà, est constitué d'habitants, de citoyens qui sont impliqués ou qui sont impactés par les problématiques on va dire, écosociales qui touchent la forêt française, également des ONG. Et donc, les objectifs de ce réseau, c'est de mettre en lien ces personnes-là et de leur fournir des possibilités de, de leur fournir des outils pour des outils juridiques, des outils collectifs qui leur permettent de se mobiliser pour la protection des forêts. Et donc j'ai pu travailler au sein de ce réseau à travers le cercle Utopie et donc mobiliser voilà ma méthode au travers voilà d'une itinérance forestière qui m'a permis de documenter les pratiques des personnes constituant le réseau et essayer de créer du lien à travers cette documentation des pratiques. Donc voilà, donc ces pratiques-là, je les ai documentées à travers des échanges avec les personnes et aussi en vivant en fait les situations qu'elles vivaient, donc en restant plusieurs mois en fait à échanger avec ces personnes-là, à participer à toutes les activités collectives, aux activités manuelles. Et donc cette manière-là de pouvoir m'éloigner sur le long terme, on va dire, de l'institution de recherche qui était mon école, qui était située loin, euh, m'a permis en fait de pouvoir réellement expérimenter, comprendre la parole des praticiens et vraiment et le ressentir par moi-même et donc faire un travail qui était, disons, beaucoup plus vivant, je dirais peut-être, et beaucoup plus proche en fait des attentes, des nécessités que ces personnes exprimaient sur le terrain dans la réalité. Voilà. Vous avez terminé, Clément? Oui, voilà. Et malheureusement, Je- le temps est écoulé si c'est possible, mais c'est très intéressant, évidemment. Merci. Merci à vous. Vincent, je pense que tu prends la suite. D'accord. Écoutez, un énorme merci aux quatre présentations, aux présentateurs, en fait, présentatrices là, des quatre interventions qu'on vient d'avoir, qui sont tellement euh, riches et stimulantes. Je me disais durant j'ai pris des notes, mais aussi durant les présentations, je me disais à quel point je trouvais que le Centraire a eu la présence d'esprit il y a quelques années d'inscrire dans l'équipe FRQSC, donc un axe de recherche justement sur toutes les questions des arts et du rapport sensible à l'environnement. Et je trouve les interventions extrêmement pertinentes et pour la petite histoire, il faut savoir qu'on a commencé à parler de ça autour des années 2015, de développer cet axe-là, mais au début, c'était vraiment axé sur l'école et les disciplines en milieu scolaire. Donc, on avait une approche très éducation formelle, milieu scolaire, et petit à petit, on a eu différentes interventions au niveau de la danse, la littérature, plus tard, maintenant le design. L'idée
l'idée au départ, c'était vraiment de réunir les chercheurs, mais aussi les praticiens qui travaillent avec le sensible en éducation à l'environnement, et en particulier donc les chercheurs et praticiens francophones, parce que c'est vraiment un peu un angle mort là, au niveau des recherches en éducation relative à l'environnement. Et vraiment, bon, on a organisé plusieurs activités depuis ce temps-là, mais à chaque fois, ça devient de plus en plus riche et disons, on attire aussi beaucoup de personnes là. Alors, bon, je voulais donc partager mon enthousiasme avec ce que j'ai entendu ce matin. Bravo. Et donc, et on voit, on a vu à travers ces présentations-là, donc l'impact et la force hein, de ces interventions, on pourrait dire artistiques. Et en tout cas, bref, je veux pas, on va en discuter. Donc, alors pour lancer les discussions, je vais placer une première question dans l'espace de clavardage. Donc, vous pouvez toutes et tous la consulter. Je vais laisser nos panélistes, là, si on veut, peut-être amorcer quelques minutes chacun leurs impressions, leurs idées par rapport à cette question. Donc, comment les arts et le design peuvent-ils contribuer à la reconstruction de l'identité écologique? Et je vous invite également, le participant public, à formuler vos idées aussi et à les exprimer lors des échanges au niveau de la discussion. Donc, vous pouvez y aller avec la formule habituelle, là, lever la main et puis on vous donnera la parole. Voilà. Alors, je ne sais pas qui parmi nos présentateurs. Donc, Naïla, qui va débuter. Merci. Je voudrais rappeler d'abord que la construction de l'identité écologique, puis je cite Thomas Shaw, est un processus conscient qui implique une discussion collective qui se poursuit tout au long de la vie et que ce n'est pas une pratique académique abstraite. C'est aussi une vision du monde écologique qui est basée sur une compréhension du monde à la fois cognitive et affective, faite de savoir et d'expérience et qui implique des transformations personnelles et collectives. Alors, à partir de ça, d'abord, je voudrais rappeler que chaque grande révolution qu'il y a eu, ou quelle que soit notre position à l'égard de cette révolution, a impliqué les arts et les artistes. Il n'y a pas eu de transformation sociale sans les arts. Puis oui, je pense que les arts peuvent jouer un rôle très important pour la construction de l'identité écologique en nous permettant d'éprouver la dimension corporelle d'un environnementalisme saillant, mais sans renoncer à une pensée critique et à une action politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut prendre garde à ne pas nécessairement séparer sensible de politique, sensible corporelle comme une expérience sensorielle, d'une réflexion sur les luttes de pouvoir, les conflits de valeurs qu'impliquent les questions socio-écologiques. En fait, les deux peuvent aller de pair, vont souvent de pair dans les pratiques artistiques. En fait, ce que je veux rappeler, c'est que les arts peuvent aussi jouer un rôle dans une dimension de lutte et d'émancipation individuelle et collective. Puis pour parler un peu plus de la dimension corporelle et sensible, on voit de plus en plus chez des artistes, mais aussi chez des activistes en justice environnementale, par exemple, une prise de conscience que nous sommes des êtres, des sujets transcorporels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes poreux. C'est-à-dire que circulent à travers nous les polluants, les nutriments, le matériel génétique, l'énergie. Et en fait, la transcorporalité est un concept qui a été créé par la chercheuse Stacy Alaimo en humanité environnementale et en littérature. Mais en fait, pour Stacy, les arts peuvent permettre d'éprouver cette dimension transcorporelle et de nous faire prendre conscience dans nos mode de vie quotidien du fait que l'environnementalisme n'est pas quelque chose d'optionnel, mais qu'il est quelque chose de quotidien et d'absolument nécessaire, en fait. En fait, c'est une manière aussi d'entremêler le domaine de l'éthique qui est souvent vu comme quelque chose d'un peu plus personnel et le domaine de la politique qui est vu
de manière plus conventionnelle comme quelque chose de plus politique, public, je veux dire. Voilà, je voulais aussi terminer en disant que beaucoup d'artistes, en fait, aujourd'hui, travaillent avec l'agentivité, la subjectivité du monde matériel, du monde non humain, du vivant, et que, en fait, qu'est-ce qui se passe si on considère que la création artistique, la danse, par exemple, émerge dans la rencontre du corps humain avec le monde matériel et dynamique, et non pas uniquement dans le corps humain. Voilà, merci. Merci beaucoup, Naila. Grand merci pour cette intervention. Vincent, est-ce qu'on poursuit avec un de nos participants ou on va Oui. voir dans notre public? Oh, pour l'instant, il n'y a pas de main levée. Alors, oui. Clément, oui. Ouais. Je ne sais pas si un autre intervenant voulait parler, mais peut-être que je prendrai la balle au bon parce que il y a diverses choses qui ont été dites sur lesquelles j'ai envie de réagir. Je ne sais pas si ça a à voir avec l'identité écologique, mais Naïla, là, tu as parlé de porosité. Et puis Clément a parlé de la tour. Puis en fait, j'avais envie de réagir sur ces deux points parce que j'ai pas pu développer dans la présentation précédente. Mais oui, que là, en ce moment, justement, je réfléchissais. Quand on parle d'identité, puis là, je voudrais peut-être sortir comment dire, d'une discussion sur l'efficacité ou pas de la pensée critique, des formes d'art dans les luttes, etc. Puis je veux bien en parler, mais il me semble euh, que peut-être la question invite là à réfléchir plus en profondeur. Et moi, depuis quelques années, je réfléchis justement à la pertinence de mon outil, puis c'est ce que j'ai introduit tantôt. Quand je dis que j'utilise la ligne claire, c'est une école de dessin, mettons qu'on pourrait dire franco-belge. Là, c'est la façon de dessiner de Hergé, c'est Tintin. C'est une façon de dessiner qui réduit le monde à son contour. Et puis, en lisant La Tour il y a 2-3 ans, donc réduire le monde à son contour, c'est vraiment comme le dessin cartoon, quoi. Faire des bonhommes, simplifier le monde en l'identifiant facilement. C'est-à-dire une bouteille, c'est une bouteille. C'est-à-dire c'est une façon de dessiner qui postule qu'on sait ce qu'est un objet quand on sait où passent ses bords, sa limite. Et je lisais La Tour et il disait qu'il fallait dans son dernier livre, là, qu'on se pensait à se désincarcérer des bords à ligne claire. Puis moi, pour l'illustrateur, sa phrase qui parlait pas d'illustration, en tout cas a résonné très fort en moi parce que moi qui ai une croyance infinie dans mon médium comme un langage qui permet de tout représenter, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, ça a ouvert vraiment une brèche. Et en ce moment-là, j'essaye de réunir des chercheurs, mais une pensée critique de mon outil de travail, qui est la ligne claire, qui est cette façon de représenter un monde comme un monde saisissable. Puis la ligne claire, je fais une extrapolation vers, par exemple, la cartographie, les illustrations du dictionnaire. En fait, c'est une façon, pour reprendre un terme de La Tour, moderne de représenter le monde, où le monde est un immense terrain de jeu qu'on peut saisir où qu'il soit. Et donc, on isole les objets par leurs contours les uns des autres, et à partir du moment où ils sont isolés, on peut les saisir. Je ne sais pas si je pars dans quelque chose de très, très abstrait, là, parce que c'est ma pensée du moment. Et justement, j'ai réfléchi à justement toute la pensée du vivant là qui a été citée par les différents intervenants. Et on peut penser à Tsing, à Natsing, à Vinciane Després. C'est vraiment la pensée de qu'est-ce qui relie les choses entre elles, qu'est-ce qui circule d'une chose à une autre, qu'est-ce qui fait qu'une chose n'est pas isolée par sa ligne de contour, mais vraiment une porosité complète là et traversée. Et moi, je réfléchis donc vraiment à ma manière de dessiner. Est-ce que ma manière de dessiner est capable de prendre en compte cette nouvelle donnée, en fait, cette pensée qui est à la fois d'un point de vue théorique extrêmement convaincante pour moi, mais je réfléchis à la manière dont elle peut se déposer dans mon trait, véritablement, dans ma ligne, dans mon dessin, dans ma manière même de penser le monde. Et alors là, quand on parle d'identité écologique, là, je parlerai peut-être pas de l'identité collective, mais vraiment d'une identité personnelle
liées comme ça au bouleversement Latour, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'était une intervention pour prolonger ce que disait Naila. Merci Clément. Isabelle, je crois que Isabelle Miron, je crois que tu non, d'accord. Alors, qui Yaprak ou Clément veut. Bah, il y a tellement de choses à réagir, à la fois le propos de Clément sur la ligne, parce que tout ce qui est le mouvement de flat design, faire des surfaces perfectionnistes, des couleurs continues, cette esthétique du lisse, l'esthétique du moderne, c'est toute cette esthétique du moderne qui m'a poussée à chercher une autre esthétique dans les initiatives écologiques pendant que je faisais ma thèse. Donc, ça résonne énormément, cette recherche de quel type de production graphique ou de design quand on fait. Est-ce qu'on reproduit certains régimes de pensée? Mais, donc, voilà, c'est des choses qui résonnent énormément en moi. Mais j'aimerais revenir à l'intervention de Neila et les cosmologies qu'elle avait parlé pour revenir à la question aussi pour l'identité écologique. Depuis mes travaux, avec les travaux de Philippe Descola, évidemment, on se pose beaucoup de questions. Comment le design pourra nous trouver des outils pour qu'on puisse reconstruire une relation aux autres êtres autres que modernes. Donc, comment le design et l'art pourraient nous aider à shifter de notre rapport. Il y a les totémistes, il y a les animistes, il y a d'autres formes. Et vraiment, moi, je me dis comment, avec voilà, comment le design et l'art a ce rôle de nous aider à avoir un autre rapport ontologique avec aux autres êtres que je considère les objets pas des choses inanimées sans vie et que je considère pas les animaux avec d'autres entités. Donc, voilà, pour moi, il y a un rôle à jouer là-dedans à travers l'art et le design pour nous aider à shifter. Si nous, c'est fini, c'est raté parce qu'on ne peut pas changer notre culture. Alors, comment concevoir des programmes scolaires au niveau dès le primaire pour que l'enfant garde cet animisme qu'il a naturellement en soi? Parce que naturellement, l'enfant, il attribue des comportements animistes aux objets. Donc, comment on fait disparaître ça à travers le processus de civilisation? Est-ce que l'art et le design ont un rôle à jouer dans ces processus-là? Cette fois-ci, mes pensées un peu. Voilà. Oui, c'est une bonne question, là, comment on peut faire le lien avec le milieu scolaire. Et c'est tout un défi pour la formation des enseignants parce qu'il faut évidemment former les enseignants à s'approprier ces concepts-là, ces manières de voir les choses. Et actuellement, bon, le ministère de l'Éducation nous a demandé de réviser les programmes et d'intégrer effectivement différentes dimensions qui n'étaient pas présentes, en tout cas officiellement auparavant, dont toutes les questions bon, ce qu'on appelle les perspectives autochtones, en fait, mais toute la pensée. Donc, on doit présentement euh, intégrer, en tout cas trouver une manière d'officialiser ou d'expliciter comment on va aborder ces questions-là dans la formation au primaire, au secondaire. Euh, et on commence à voir aussi des propositions de cours vraiment axées sur les rapports à l'environnement. Donc, on a justement, grâce à Anne Deslauriers, à l'École des arts visuels et médiatiques, là, une proposition vraiment d'un cours pour les enseignants en art visuel, en art plastique, en fait. Donc, d'aborder un cours de 45 crédits là, sur cette question spécifique là, des rapports à l'environnement. Mais évidemment, chacune des disciplines, donc je pense qu'ici, c'est en art visuel, c'est la discipline qui se rapproche le plus du design au niveau des disciplines scolaires. Mais donc, si chacune des disciplines, disons, évolue à sa vitesse, là, mais effectivement, ça va passer par la formation des enseignants si on veut que ça percole jusqu'au milieu scolaire. Mm. Et donc, encore raison de plus pour que le Centraire continue sa belle mission de promouvoir justement toutes les questions d'éducation relatives à l'environnement à l'UQAM et ailleurs, évidemment.
Vincent, on a une main levée, puis si c'est Richard Ledoux, mais je veux juste m'assurer peut-être à l'aide du vocal, là, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir avant que j'aie vu la main levée? C'est bon. Richard, ce serait à vous. Oui, euh, je travaille au niveau de développement de projets qui lient l'art, le design et des utopies parce que, exemple, au niveau des enfants, euh, pour apprendre pour moi un enfant, le meilleur sujet ou le meilleur candidat pour apprendre à un enfant à faire du compost, mais c'est un verre. C'est lui qui connaît ce qu'il a besoin de manger, c'est lui qui connaît bref, son univers, il le connaît. Alors souvent, moi, je trouve aussi peut-être qu'on a aussi à utiliser, souvent on dit, bon, la technologie, c'est pas quelque chose qui est bon, mais en même temps, il y a peut-être à certains endroits où on peut l'utiliser justement, puis là, je reviens à ce qui était dit au niveau de justement de rentrer dans des aspects animistes et de s'en aller dans d'autres univers où on est en lien avec des animaux, et où là, il y a une sensibilité qui s'installe pour les enfants auprès. Fait que, bref, moi, c'est un petit peu mon travail pour pouvoir justement, parce que je me dis, c'est tout un défi pour le monde enseignant du Québec de se revirer sur un 30 sous, là, c'est gigantesque. Fait que je pense qu'il y a à développer aussi peut-être, à essayer de trouver où est-ce que seraient les bons usages permettant justement d'amener d'autres professeurs qui seraient justement dans les mondes animistes. Il y a d'autres, moi, il y a des contes aussi que c'est la Terre, c'est des sociétés, par exemple la société d'Argile qui est en train de raconter aux enfants qu'il y a eu une sécheresse incroyable, fait que tout est divisé. Alors bref, il y a des contes, il y a des histoires, des mythologies qui sont racontées aux enfants et ça permet comme de changer le rapport au monde alors, tu sais, c'est cet aspect-là, pour moi, je pense que c'est important. Tu sais, puis moi, je viens un peu du domaine de la circularité, dans le domaine et aussi du transmédia. Et c'est-à-dire que on est dans un monde, bref, où on a, en tout cas, je vais terminer là. Je vais laisser parler les gens. Merci, Richard. Naïla? Là. Oui, en fait, oui, c'est super riche. Merci vraiment beaucoup. En fait, ce que je me dis en vous écoutant, c'est que ça impliquerait alors de repenser toute la forme, le format, l'école, en fait. Parce que ça veut dire qu'on peut, les enfants ou les apprenants-apprenantes ne peuvent plus juste rester assis en face de leur table, en train d'apprendre toute la journée devant des livres, sans bouger. En fait, ça implique vraiment une transformation majeure si on veut que l'éducation formelle prenne vraiment en compte l'agentivité du vivant, d'autres manières de faire. Ce serait une révolution scolaire, en fait. C'est ça que... Voilà, merci. Merci, Naïla. Il y avait Clément, à moins que j'ai pas vu une autre personne avant Clément lever la main. En fait, c'est pour répondre aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est pour répondre aussi. Ben- je ne sais pas, Richard, c'est quoi votre activité exactement d'où vous parlez quand vous disiez ça, mais en tout cas, votre question et votre proposition là, résonnaient fort parce que depuis quelques années, là, j'ai un projet dans les cartons là, qui justement lierait à la fois compost et utopie et pédagogie. C'est que je voulais développer un projet de lombricomposteur radieux. En fait, je m'étais rendu compte que la cité radieuse de Le Corbusier, elle fonctionne avec comment dire, c'est comme une structure qui a des tiroirs et lui, il pensait vraiment les unités d'habitation comme des tiroirs. Et puis, l'analogie formelle m'est apparue avec les lombricomposts, là où on permute les tiroirs. Et ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est que évidemment, l'architecture de Le Corbusier, si on met de côté ses aspects fascistes, c'est quand même une discussion utopiste, enfin des propositions. Je veux dire, c'est très lié à l'architecture utopique.
Et j'avais envie de lier la force de l'utopie à un objet qui peut parfois être considéré comme trivial, comme le bac à compost, et développer comme ça une fiche d'activité qui pourrait être, comment dire, réalisée justement dans des classes ou me poser la question, en fait, comment on le fabriquerait, là, ce lombricomposteur radieux. Donc, à la fois en s'inspirant des magnifiques formes de Le Corbusier, là, une architecture aérienne sur pilotis, grise et colorée, et en même temps qui serait des tiroirs permutables, et puis développer vraiment une fiche d'activité qui pourrait être réalisée par les enseignants dans les classes. Réfléchir à comment on pourrait proposer, faire avec des matériaux simples, les matériaux du bord, développer cette activité. Donc là, je lance l'appel comme ça à la volée. Là, si ça intéresse quelqu'un, c'est une activité que je peux pas développer tout seul. Et encore une fois, je suis toujours à la recherche d'alliés là pour développer les projets. Donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, je pourrais Oui. partager mes croquis de lombricomposteur radio. Alors, c'est formidable, c'est ce qu'on veut, susciter des collaborations. Et je reviens encore sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, Art et Air. Donc, si vous voulez, par exemple, qu'on ajoute vos projets sur une des pages, eh bien, écrivez-nous, là, on va trouver une façon de les faire connaître, de les publier à travers ce site-là. Je me demandais si Clément, par rapport à la question, la première question, Clément Mazeran, par rapport à la première question là, que j'ai placée dans l'espace de clavardage, sur laquelle on roule depuis quelques minutes, là, euh, votre réponse par rapport à cette sur Oui, l'identité écologique et parce que vous aviez quand même un travail assez pointu au niveau de votre recherche. Alors, on aimerait peut-être vous entendre sur ce point-là. oui. Désolé, c'est que je ne savais pas comment lever la main en fait dans dans la discussion. Mais du coup, ça va me permettre de répondre aussi, d'en profiter enfin, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Peut-être, c'est un élément que j'ai pas trop abordé dans ma présentation parce que je me suis plus focalisé sur ma méthodologie. Mais en fait, ma recherche elle porte aussi beaucoup sur la question de comment faire émerger un langage des pratiques, donc un langage du faire, donc un langage du rapport concret au monde. Et je trouve que c'était très intéressant ce qui a été dit précédemment par rapport à cela, parce que le rôle en fait de l'illustration, le rôle du dessin dans cette explicitation et dans cette réflexivité qui peut émerger en fait de la pratique, ben, elle est assez centrale dans ma pratique et aussi dans ce que j'ai pu euh, recenser ou voir en fait parmi aussi des praticiens, des praticiennes qui se posent ces questions-là, qui ont une réflexion un petit peu cosmologique sur que leur place en fait et leur rôle dans un écosystème à partir de leur travail. J'aimerais par exemple parler du travail de Mathias Bonneau. Donc c'est un illustrateur et bûcheron qui en fait il réalise des bandes dessinées sous forme de carnets, enfin plutôt des carnets sous forme de bandes dessinées à partir de ses expériences au bois, de son rapport en fait à la forêt et à travers ces carnets-là il y a une sensibilité qui se fait et justement en fait une identité écologique très concrète qui se matérialise dans le sens où son rapport à la forêt il est vraiment euh, il est par-delà un petit peu, justement, en étant impliqué en pratique à travers une relation de subsistance en fait avec la forêt, c'est ce qui lui fait vivre, c'est ce qui le fait vivre au quotidien. Il se positionne par-delà, on va dire, peut-être des catégories morales ou la notion de violence ou autre, c'est-à-dire quand il abat un arbre, justement, il se pose la question qu'est-ce que ça signifie que j'aime la forêt, j'aime la nature, et pourtant je me sens heureux quand j'abats un arbre. C'est toutes ces questions un petit peu paradoxales. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans son carnet, il parvient vraiment à atteindre cette ligne un peu de crête entre une représentation concrète, très matérialiste, c'est-à-dire il fait des schémas de machinerie, il explique comment il débite un arbre, et en même temps il y a des passages contemplatifs, et même en fait donc, tout en fait est imprégné d'une sensibilité et d'une poétique, et qui émerge à mon sens en fait de cette relation qui se fait entre
l'aspect physique et l'aspect phénoménal de l'acte de faire en forêt, l'acte de justement l'humain qui retrouve sa place en forêt. Et je pense que peut-être si je peux amener les travaux d'Augustin Berg, par exemple, sur la question de la trajection et de produire l'écoumène. Justement, en fait, c'est vraiment dans cet acte-là, justement, on voit la trajectivité qui se fait donc entre le physique et le phénoménal. Euh, et l'illustration rend vraiment très bien ça. Peut-être, enfin voilà, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle l'hiver au bois, ou une fois l'arbre à terre, je vais le mettre dans les commentaires, voilà, si vous voulez aller le feuilleter sur Internet. Voilà, et par ailleurs aussi, c'est une personne que je connais et je sais que voilà, il s'exprime, enfin, il a aussi d'autres médiums à travers lesquels il s'exprime, la vidéo, voilà, etc. Et Clément, pouvez-vous nous parler un petit peu là, de la dimension dans vos travaux, de la dimension l'éco-formatif, en fait, en fait, cette transformation là, des personnes, je pense que vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Non, voilà, je voulais conclure avec ça. Alors, c'est encore quelque chose qui est un petit peu nouveau dans ma recherche, puisque voilà, je suis pas, enfin, j'ai pas de formation en éducation, environnement ou autre, mais c'est quelque chose que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, à travers notamment les travaux de Gaston Pinault, et donc du greffe. Donc, j'ai trouvé, donc voilà, j'ai parlé un petit peu voilà, de l'aspect autobiographique, donc sur un petit peu la distance qu'on peut se faire ou la réflexivité que ça peut apporter sur une pratique qui est par ailleurs en fait prise dans le flux du monde, dans le flux des actions. Et l'autobiographie, elle permet justement de prendre du recul et peut-être de se connecter à quelque chose de plus grand et de retrouver sa place dans le monde. Euh, Sinon, aussi un aspect que j'aimerais beaucoup développer, c'est l'aspect donc des éléments écoformateurs donc Gaston Pinault et l'ensemble du Crève. Donc, on sait cette initiative-là, voilà, de rassembler voilà, la terre, l'eau, le feu et l'air, et donc d'explorer leurs dimensions écoformatrices. Et donc moi, je me suis retrouvé un petit peu dans cette dynamique, dans ce processus-là. Je m'y suis vu un petit peu dans ce que j'essayais de faire en rapport avec le bois. Donc essayer de suivre un petit peu le fil du bois, essayer de comprendre comment les personnes se transformaient au contact du bois, au contact de ce matériau, qui est en fait a une grande richesse au niveau de ce qu'il signifie, des signes qu'il porte en lui, en termes aussi même sémantiques. Je veux dire, le bois, quand on dit je vais au bois, on dit aussi je vais en forêt. Et donc, vraiment, cet élément, voilà, j'aimerais peut-être l'introniser au panthéon aussi des éléments écoformateurs, peut-être, voilà, d'essayer de travailler cette dimension-là. Et ça porte aussi, en fait, ça donne aussi une structure un petit peu à, à, ce, à ma recherche. Voilà. Oui, ah ben, c'est bien, dans votre référence à Gaston Pinault nous aide à comprendre là, un peu la ligne, là, le lien en fait avec tout ça. D'accord. Alors, on avait peut-être, je sais pas, Anne, si tu voulais déposer dans l'espace de clavardage, on avait une autre question peut-être pour stimuler les échanges, mais on a Oui, je Jeanne vais qui... l'écrire, je vais la lire d'abord. Attends un petit peu, Ça, Anne, il y a Jeanne Dansereau qui... oui. Ah, pardon, Ben oui, oui, en on va fait, laisser la parole, puis moi, je vais écrire une question si ça intéresse quelqu'un pour la suite. Oui, en fait, c'était pour un petit peu répondre avec le compost aussi. Donc, j'œuvre en événementiel. Puis, c'est très dur d'apporter le côté écologique parce que c'est éphémère. Puis, l'écologie ne rime juste pas avec l'éphémère, malheureusement. Puis, j'ai essayé de trouver un moyen de sensibiliser les employés. J'ai fait des formations dans le contexte de mon événement, mais aussi comment faire avec les festivaliers. Puis, c'est là que j'ai commencé à avoir des réflexions par rapport à l'art, puis aussi pour susciter l'intérêt, puis susciter des émotions par rapport à l'art. Puis, c'est là qu'est venue l'idée de confecter des stations de tri que j'ai vu qui a déjà été réalisée dans d'autres festivals, comme le festival de jazz, mais que c'était des stations de tri qui évoquaient pas d'émotions, c'était seulement des bins simplement. Donc là, j'ai confecté en matériaux recyclés des stations de tri pour, dans le fond, un festival pour essayer de susciter l'attention des gens.
Puis, ben, je pense que ça a quand même bien marché parce que quand j'ai fait le test, les gens ont été beaucoup plus interpellés. Puis, en regardant aussi, en évaluant je dirais les contaminations des stations de tri, c'était beaucoup plus fructueux avec les stations de tri, dans le fond, qui étaient comme plus sous forme de sculpture. Donc, pour expliquer le projet, c'était dans le cadre pour le pique-nique électronique. Puis, j'avais réalisé, par exemple, pour le compost, une bine en forme d'ananas géant, tout avec des matériaux recyclés, un recyclage en forme comme de carton, puis des consignes avec des canettes qui étaient un format de canette géante. Donc, ça m'a permis aussi d'utiliser l'art pour ludifier un petit peu et démocratiser l'apprentissage du tri avec un grand public, ce que je trouve ça intéressant parce que c'est difficile d'éduquer et de susciter de l'intérêt des gens auprès du tri. Puis moi, l'art et le design, je trouvais que ça m'a vraiment permis d'éduquer justement les festivaliers ou les gens, mais d'une façon plus ludique. Donc, voilà. Merci, Jeanne. Alors, Anne, tu nous... Tantôt, il y avait du bruit, je pense que tu as dit Jeanne, mais moi, j'ai compris Anne. Ah, Donc, j'ai une petite question qui pourrait être en guise de conclusion et qui pourrait s'adresser à tout le monde, à nos invités publics et intervenants. Donc, je la fais paraître à l'instant. Si quelqu'un a envie de répondre, bien, on est bienvenu à vous écouter. Vous êtes bienvenus pour vous exprimer là-dessus. ah oui, OK. Je la vois. Donc, comment votre discipline peut être un moyen puissant de sensibiliser les gens aux enjeux socio-écologiques actuels? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ah, il y a Clément et Louise. Ah, Louise. Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Excusez, ça a pris du temps avant que je trouve comment lever la main. Oui, mais moi, je ne travaille pas en design. Je trouve ça fabuleux ce que j'entends aujourd'hui et ça me fait vraiment découvrir et apprécier le design. Pour ma part, moi, je je me rends compte de l'impact de la musique sur la possibilité de faire passer des messages qui autrement ne passeraient peut-être pas. euh, Cet été, je suis dans une éco-communauté où est-ce que les gens sont très écologistes, mais très peu sensibilisés aux enjeux politiques. Et on a fait quand même une chanson, une modification des paroles de la chanson de Serge Lama, Je suis malade, pour dire vous êtes malade, en parlant des 1% qui détruisent la planète. Et puis finalement, ça a été une chanson extrêmement politique qui a suscité beaucoup de discussions au sein de notre collectif. Et puis finalement, qui a réussi à faire passer des messages qui ont été acceptés, puis qui ont été validés, puis qui a ouvert les yeux sur les dimensions politiques de la crise qu'on vit. Alors, tout simplement avec une chanson, et puis c'est ce que j'ai vécu aussi avec des concerts d'élèves, où les parents viennent me voir pour dire, on ne savait pas que c'était aussi grave, mais quand il y a des messages qui sont passés en chantant, ça passe très bien. Alors, c'était l'expérience que je pense que je pouvais transmettre. Merci, Louise. Naïla? Euh, j'ai plusieurs champs d'action. Alors, je vais supposer qu'on parle de mon mandat principal qui est en ce moment le commissariat et la direction artistique, donc de programmer des artistes dans des festivals. En fait, pour revenir à quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que les arts peuvent mettre de l'avant différentes manières d'apprendre, différents types de savoirs sans les hiérarchiser. Donc, des savoirs sensibles, scientifiques, autochtones, traditionnels, etc. Puis notamment un savoir sensible, un savoir sentir en multipliant les modalités de connaître. Et pour reprendre ce que mes collègues disaient, comme inventer une nouvelle manière d'habiter en rompant avec un corps ressource à domestiquer et une terre ressource à exploiter.
Et bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des artistes. L'idée m'est venue en t'écoutant, Clément Mazeran, comme des artistes habitants, habitantes, en fait, des artistes qui créent dans le territoire, avec le territoire, pour parler du territoire. Puis je veux juste terminer Je vais montrer un livre que je suis très excitée de lire. C'est Kamala Macrel qui est une éducatrice et une artiste de performance. C'est un conte écologique jeunesse, Indrazal et la quête de l'océan. Tu peux le lever Oh, un peu, Anaïla? oui, Oui. je ne le vois pas. Donc, est-ce que Baisse un petit peu. Oui. Baisse un petit peu. Oui. OK, c'est mieux. Puis c'est un conte écologique jeunesse sur les îles, sur l'écologie des îles, d'une artiste qui vient de l'île Maurice et qui est aussi une artiste trans, donc qui, dans son action en général, parle de la connexion des luttes, donc dans une perspective écoféministe et d'écologie politique. Ça, c'est par exemple une artiste qu'on va programmer au Festival Asie en 2024 avec une activité créative pour les enfants. Donc, c'est ça, en fait, c'est peut-être, et puis l'idée m'est venue en vous écoutant, en fait, ça implique aussi de repenser le modèle des arts. Puis il y a beaucoup de gens qui réfléchissent en ce moment, puis on est vraiment au tout début de ça. C'est que, oui, c'est super important de penser compost et tout ça. D'ailleurs, je vais sûrement te contacter, Jeanne. Mais aussi, en fait, comment fonctionnent les arts? Comment fonctionnent les tournées? Est-ce que les artistes devraient partir pendant 2, 3 jours à l'étranger avec une empreinte écologique massive parce qu'ils ont pris l'avion, sont restés juste 2 jours, d'être aussi dans cette super consommation, cette production accrue d'œuvres qui doivent circuler en fait. Donc c'est ça, il y a aussi une réflexion à faire sur toute la manière de penser les arts et nos manières de vivre en fait. Voilà, merci. Merci, Naïla. Alors, Clément? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire là. C'est vrai que si cette, comment intégrer cette idée de sobriété dans des activités qui ne le sont pas. Et peut-être que ça, c'est la part invisible du travail, en fait, c'est-à-dire celle qui consiste à... C'est toutes les choses qu'on ne fait pas. Et les choses qu'on ne fait pas, en fait, elles sont par définition pas visibles. Et je trouve que c'est quand même intéressant de... Je veux dire, comme artiste, on se définit aussi par toutes les œuvres qu'on ne fait pas, soit parce que c'est des mauvaises idées, soit parce elles présenteraient un aspect dégueulasse et qu'on fait pas, et donc on les voit pas, et donc on n'en parle pas. Mais peut-être pour répondre à la question posée par Anne, oui. Moi, j'ai l'impression que, euh, encore une fois, la question de l'utilité de l'art est toujours une question un petit peu tarte à la crème, mais pour y répondre peut-être de manière... Moi, j'ai l'impression que l'art contribue à construire les subjectivités. Et puis, et des subjectivités, je trouve qu'on en a particulièrement besoin. Là, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais je ne sais pas tant si c'est d'expression dont on a besoin que de subjectivités fortes qui ne sont pas complètement, je dirais, coco-washées par les discours hégémoniques. Et je pense que l'art a vraiment un rôle à jouer dans le fait qu'une petite flamme de pensée critique s'éteigne pas. Mais peut-être pour préciser encore ma pensée, et puis là, parce qu'on est, je pense, pas mal tous d'accord sur ça là-dessus, je pense que la pensée critique, il faut qu'elle s'exerce tout le temps, c'est-à-dire alerter sur l'urgence écologique. Là, il y a une dizaine d'années, c'était absolument l'urgence. Mais maintenant que cette urgence écologique fait partie de tous les discours mainstream, que la CAQ ne commence plus un seul de ses discours sans mettre en avant cette urgence-là, tout en annonçant par derrière des solutions qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils viennent dire. Je pense que maintenant, l'urgence critique, elle est du côté de comment faire pour pas se faire renverser par le greenwashing et comment l'hégémonie est en train de récupérer dans tous ces discours les discours d'urgence écologique et comment ces mots donc en viennent à être vidés complètement de leur substance et à une vitesse grand V. Donc je pense que là, s'il y a une urgence, comment dire, pour l'art, c'est de réfléchir à pas se laisser embarquer de force, ou en tout cas
par inadvertance dans ce renversement et cette récupération. Voilà. Oui, merci Clément. Et on avait 2 mains levées. On comprend que notre petite rencontre se termine, mais ceux qui peuvent rester, si ça vous tente de rester, il n'y a pas de problème. On prendrait les interventions de Lynn et Martine et après, on terminerait officiellement, là, mais on comprend qu'il y a des gens qui devaient quitter à midi. Est-ce que ça va, Vincent? Moi, je vous suis. Ça va bien. OK. Alors, peut-être, j'ai pas vu si c'était Lynn ou Martine. Martine, peut-être. Ça sera pas long. J'ai eu la chance immense de travailler 35 ans au préscolaire auprès des jeunes enfants. Et on a la chance d'avoir un programme qui est interdisciplinaire, qui est très, je dirais, naturel dans la façon d'apprendre. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup aimé, Naïla, sur la porosité parce que je pense que le monde nous pénètre et on pénètre le monde et on se crée en même temps qu'on crée le monde dans lequel on appartient. Et puis, je pense que cette construction-là ne peut pas se faire avec les silos qu'on a actuellement dans nos matières et dans nos... et il faut absolument décloisonner les matières. Moi, l'art, c'était un langage au même niveau que la littérature pour enfants ou au même niveau que les sciences. Alors, c'est un langage qui nous permet de comprendre le monde, d'appréhender le monde et de se construire une vision du monde comme jeune enfant. Puis j'ai beaucoup aimé aussi ce que Clément a dit au niveau des sens et de la sensibilité par rapport au territoire. Il faut sortir nos enfants dehors, faut les mettre en contact. Ça a l'air basique, c'est simple, mais il faut les mettre en contact avec la nature pour que ces sens, cette sensibilité, ce corps-là s'imprègnent du monde dans lequel ils sont. Alors, c'est tout simplement ça que je veux dire. Pourquoi pas faire du préscolaire jusqu'à l'université. C'est une façon d'apprendre. On apprend en atelier, on apprend dehors, on apprend de façon naturelle, sans décloisonner, sans cloisonner les apprentissages. Et je pense que c'est un modèle qui devrait être appliqué, je l'ai toujours dit, mais qui devrait être appliqué pas seulement chez les petits, mais chez les grands aussi. Merci beaucoup, Martine. Merci pour cette intervention. Puis, est-ce que Lynn est encore avec nous parce qu'elle avait la main levée? Oui, je suis encore là. Merci. OK, je ne vous vois pas, je vais vous retrouver là. J'avais une quinte de tout. J'ai une petite bronchite en ce moment. Donc, si je peux rebondir sur ce que Martine disait, effectivement, moi, j'ai pu le voir avec des étudiants à l'université, donc en design, à quel point ce besoin de reconnexion avec l'environnement est important, d'aller en nature aussi, puis le potentiel aussi d'agir que les étudiants peuvent développer à travers ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de développer, des capacités en design par le biais, comme le disait Clément, de l'illustration, de l'affiche, tout ça. Puis je pense que ce qui est pour mobiliser les gens autour d'eux, mais se mobiliser eux-mêmes, prendre conscience eux-mêmes de ce qu'ils ont entre les mains, puis pas vivre de dissonance cognitive aussi avec ce qu'ils exercent, tout ce dont Jeanne parlait tout à l'heure, comment trouver des solutions relativement concrètes. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'importance dans tout ça, selon moi, c'est vraiment la conjugaison de la raison pour laquelle on est ici en ce moment, donc l'éducation relative à l'environnement, conjuguée à toutes ces sphères-là qui nous intéressent, que ce soit l'art, le design, enfin, qui se rapprochent les unes des autres, puis c'est la conjugaison de tout ça qui fait que je pense qu'on arrive à aller chercher cette dimension-là chez les étudiants, entre autres, en ce qui me concernait. Bien, ben merci beaucoup, Lynn. Et donc, on avait d'autres commentaires aussi dans l'espace de clavardage. On va évidemment, Hugues, on va pouvoir conserver enregistrer notre clavardage pour pouvoir s'y référer. Notre point de contact, oui, excuse-moi. Oui, tout à fait. Ça va être enregistré puis ça va être déposé avec tout près de la vidéo là, sur le site web. Formidable. Et je vous remercie infiniment de votre participation aujourd'hui. Moi, j'en ressors extrêmement stimulé. Je trouve que ça finit bien ma semaine.
Très, très intéressant comme rencontre. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans d'autres événements et cette fois-ci en présence, peut-être. Donc, je ne sais pas si le centre voulait ajouter un petit quelque chose pour clore avant qu'on se quitte. Peut-être remercier en fait une dernière fois les quatre panélistes là, qui ont prêté leur voix puis leur réflexion pour le bien de la conversation. Merci beaucoup pour votre participation, c'est très apprécié. Puis effectivement, nous aussi, on espère pouvoir poursuivre ces conversations-là avec vous, peut-être dans d'autres lieux, d'autres occasions. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci. Merci et à la prochaine.